J'espère que tout va bien pour vous, sincèrement. Revenons maintenant à ce qui s'est passé hier, le 1er février 2026. Cette date a marqué la mise en scène officielle du train reliant Red Barchar. Pourtant, une large partie de l'opinion publique algérienne est passée à côté de l'essentiel. Beaucoup ont cru assister au démarrage réel de l'exploitation de la mine de Erbilé, voire à l'entrée en activité d'un immense complexe industriel. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Ce qui a été annoncé, c'est uniquement la mise en service formelle d'une ligne ferroviaire, un axe de près de 950 km reliant Bilel à Abchar, comme nous l'avions déjà expliqué dans une précédente émission. Rien de plus, rien de moins. La mine de Erbilet, elle, existe administrativement depuis longtemps. Son inauguration officielle remonte au 30 juillet 2022. Sur le papier, elle est censée produire du minerai de fer. Dans les faits, le projet est encore loin d'avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle. C'est précisément là que le problème commence. Dans cette émission, nous allons décortiquer les raisonnements biaisés, les projections irréalistes et parfois même les chiffres trompeurs sur lesquels les autorités algériennes se sont appuyées pour présenter Erbilé comme un projet stratégique déjà abouti alors qu'il ne l'est manifestement pas. Ce qui a été montré hier, c'est avant tout un train. Un train flambant neuf, visuellement réussi, techniquement abouti. On l'a déjà détaillé lors de la première émission. Des infrastructures lourdes, des ouvrages impressionnants, du matériel roulant moderne et la promesse pour quelques voyageurs de traverser des étendues désertiques afin de rejoindre la région de Béchar jusqu'à Tindouf. Sur le plan technique et logistique, c'est une prouesse, difficile de le nier. Poser près de 950 km de rails au cœur du désert, ce n'est pas anodin. Ça impose le respect. Mais une fois l'effet « wow » passé, la vraie interrogation surgit. À quoi ce train va-t-il réellement servir pour le pays? Va-t-il créer des emplois durables? Générer de la valeur économique? Stimuler la croissance, encourager l'investissement? Renforcer les exportations? Diversifier les sources de revenus? Voilà le cœur du débat. Parce qu'on peut toujours ériger un palais somptueux au milieu de l'océan. La question n'est pas de savoir s'il est beau, mais s'il est utile. Est-ce qu'il sert l'intérêt collectif? Est-ce qu'il répond à des besoins économiques concrets? Est-ce qu'il produit de la richesse, du travail, de la croissance? Sans cela, aussi spectaculaire soit-il, l'ouvrage reste un symbole, pas un levier de développement. C'est précisément ici que le vrai débat commence, et il concerne directement Erbilé. Car le train inauguré hier ne raconte pas l'histoire que beaucoup veulent entendre. Il faut le dire clairement, cette ligne ferroviaire n'a jamais été pensée comme un moyen de transport de masse pour les citoyens. Sa vocation est ailleurs. Elle est conçue avant tout pour le fret minier, pas pour déplacer des voyageurs. Les trains de passagers existeront, oui, mais de façon presque symbolique. 2 rotations quotidiennes, pas davantage. Et la raison est évidente. Les régions de Tindouf et de Béchar ne sont pas densément peuplées. À elles deux, elles dépassent à peine le demi-million d'habitants. Autrement dit, il n'y a ni la demande ni le besoin d'assurer un trafic voyageur important sur les 7 gares prévues le long du parcours. Les wagons resteront largement vides. Ce n'est tout simplement pas l'objectif. Le cœur du projet, le vrai, ce sont les convois minéraliers. Le plan prévoit jusqu'à 24 trains de marchandises par jour, circulant dans les 2 sens, dédiés au transport du minerai de fer de Erbilé. Ces trains devront rouler à environ 80 km/h, malgré des charges extrêmement lourdes. Et sur ce point précis, il faut le reconnaître. D'un point de vue technique, la performance est réelle. Transporter du minerai à cette cadence et à cette vitesse sur une telle distance, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un projet pour transporter des passagers. Non, l'objectif principal ici, c'est le transport du minerai de fer et tous les équipements nécessaires à son extraction à Erbilé. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un projet industriel, pas d'un service public destiné à la mobilité des citoyens. On ne peut pas comparer cela à un transport en commun classique. En matière de service public, il est parfois possible d'accepter qu'il ne soit pas rentable immédiatement. Prenons l'exemple de la ligne Alger-Oran. Ce n'est pas rentable, et pourtant, ce n'est pas un drame. C'est un service qui répond à un besoin social, à une nécessité d'intérêt public. Dans un pays, il y a des priorités autres que la rentabilité immédiate. Permettre aux malades d'accéder aux hôpitaux, aux citoyens de rejoindre leur famille, de garantir la mobilité de la population.
Ce ne sont pas des critères financiers, mais des critères de bien-être collectif. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. Prenez la France. Quand on développe de grandes lignes ferroviaires, on ne se focalise pas uniquement sur la rentabilité. L'essentiel, c'est d'abord de s'assurer que la population puisse circuler, se déplacer dans de bonnes conditions. La priorité n'est pas à l'économie immédiate, mais au confort des citoyens, à leur liberté de mouvement. Dans ce contexte, la question du transport des passagers avec ce train devient presque dérisoire. Que nous parle-t-on ici? De Béchar et ses 200 000 habitants? Ce n'est même pas une ville très peuplée. Tindouf, avec ses 60 000 habitants, c'est encore moins. Au mieux, on frôle les 70 000, mais on n'est vraiment pas dans les zones urbaines à forte densité de population. La demande pour des trains de passagers, en d'autres termes, est quasi inexistante. Quand on parle de ces 400 000 habitants qui seraient théoriquement desservis par cette ligne, il faut être honnête, à moins de compter les militaires et les réfugiés dans le calcul, on n'atteint même pas les 200 000 habitants. Et, soyons francs, est-ce que les militaires vont vraiment emprunter ce train pour aller à Béchar? Surtout quand les transports aériens et les infrastructures militaires sont déjà en place. Je doute que ces soldats préfèrent prendre un train pour rejoindre leur base plutôt que de se rendre directement à l'aéroport militaire de Bouffic. Ce projet semble destiné à un public très limité, et je peine à imaginer qu'il puisse répondre à des besoins massifs de mobilité. Au final, le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce train ne dépassera pas les 500 000 habitants, et encore. Ce n'est qu'une partie du tableau. Il faut bien se rappeler que ce projet n'est pas conçu pour le transport des populations, mais pour des objectifs industriels. Et quand il s'agit d'un projet industriel, la rentabilité devient une question incontournable. Le futur de ce train, son efficacité, son impact, tout dépendra de la rentabilité du projet Air-Billet. Officiellement lancé en juillet 2022, ce projet a un grand objectif, l'exploitation des ressources minières de la région. Mais voilà, ce n'est toujours pas la réalité. Actuellement, Air-Billet n'atteint pas ses objectifs. Il y a encore bien trop d'étapes à franchir. Il faut bien comprendre que Air-Billet n'est opérationnel qu'en plusieurs phases. Ce que les autorités algériennes ne précisent pas assez, c'est que ce projet ne sera vraiment fonctionnel qu'en 2040. Entre 2024 et 2026, on prévoit de produire entre 2 et 4 millions de tonnes de minerais, ce qui, pour être honnête, est très modeste. On n'a même pas encore atteint 2 millions de tonnes dans les premières années d'exploitation, 2022 à 2024, où la production s'est limitée à 20 000 tonnes, juste de quoi tester les équipements. Mais maintenant, la question qui se pose est simple. Est-ce qu'on va vraiment atteindre 4 millions de tonnes? Et encore, ça c'est un gros si. Les autorités semblent avoir un peu trop idéalistes dans leurs projections. Ils ont menti à Abdelmajid Tebboune en 2025, lui affirmant qu'on avait déjà atteint 2 millions de tonnes. C'était totalement faux. Et c'est pour cette raison que le PDG de Sonarem, l'entreprise clé pour l'exportation, a été écarté de son poste. Il souhaitait démissionner, mais on l'a empêché de partir. Il a été remplacé et on l'a poussé à démissionner pour camoufler un manque total de transparence. Il est clair qu'aucune explication n'est donnée au public algérien concernant la gestion de Air-Billet et que les objectifs qui sont fixés sont à des horizons tellement lointains, 2040, que personne ne sait si ce projet sera rentable à la fin. À l'horizon 2030 à 2032, l'objectif est de produire entre 20 et 30 millions de tonnes et atteindre 50 millions en 2040. Un projet industriel à très long terme, mais au final, la question qui reste en suspens est « sera-t-il rentable ?» Le gouvernement algérien, ou plutôt le régime, a une vision claire. Il assure aux Algériens que ce projet va transformer radicalement l'industrie du pays. Pourquoi cette assurance ? Parce qu'il a fondé ses prévisions sur des chiffres et des données qui n'ont jamais été rendus publics. Et pour cause, ces chiffres sont erronés, voire carrément mensongers. On nous dit que Air-Billet est une mine gigantesque, qu'elle regorge de fer. Mais ces affirmations ne tiennent pas debout. En effet, tout le monde s'accorde à dire que les réserves de Air-Billet sont impressionnantes, avec plus de 3 milliards de tonnes de minerais. C'est un fait, incontestable. Mais voilà le hic. Ce minerai n'est pas du fer ordinaire. Comparé aux autres mines comme celle de Wenza ou de la région de TBA, le fer de Air-Billet est hautement contaminé par du phosphore. La teneur moyenne en phosphore est de 0,8%, ce qui est bien trop élevé.
Pour une transformation efficace du minerai en acier, ce taux de phosphore ne doit pas dépasser 0,05%. Autrement dit, ce qu'on trouve à Erbilé est quasiment inutilisable dans l'industrie sidérurgique, où la qualité de l'acier dépend précisément de cette pureté. Et ce n'est pas tout. Dans certaines zones de la mine, les analyses révèlent même que le phosphore atteint des taux qui frôlent les 1,3 voire 1,5%. En termes simples, c'est une catastrophe pour l'industrie métallurgique. Transformé avec de tels niveaux de phosphore, le fer ne pourrait jamais satisfaire les normes de qualité requises pour la production d'acier conformes aux standards industriels. Le véritable défi de Erbilé, c'est de réussir ce qu'on appelle la déphosphoration. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir que ce fer n'est pas du tout comme celui des autres mines de la région, comme celle de Lenza ou de TBA. À Erbilé, le fer est fortement contaminé par le phosphore, et c'est là que le problème commence. Pourquoi l'État algérien n'a-t-il jamais exploité cette ressource auparavant? Parce que cela coûte une fortune, et pas seulement pour transporter ce minerai du fin fond du sud-ouest vers les centres de production du nord du pays. Ce fer nécessite une purification coûteuse pour pouvoir être utilisé. Jusqu'aux années 2000, les technologies existantes ne permettaient pas de traiter ce minerai efficacement et à un coût raisonnable. C'est là que les Chinois entrent en scène. Grâce à des entreprises chinoises spécialisées qui possèdent un savoir-faire technique avancé, il est désormais possible de purifier ce minerai. Mais attention, ce n'est pas donné. On parle d'un coût qui varie entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour ce processus de purification. Alors, pourquoi l'État algérien croit-il qu'un consortium chinois peut faire le travail, débarrasser ce fer de son phosphore et en faire un produit commercialisable pour générer des profits? Avant de parler des chiffres, il faut savoir que la purification de ce minerai nécessite des méthodes spécifiques. La première étape consiste en un traitement thermique. Le minerai doit être chauffé à très haute température pour modifier sa structure. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la dissolution chimique. On utilise des réacteurs et des produits chimiques pour dissoudre le phosphore sans perdre de fer. Après cela, il y a la concentration. Le minerai doit être enrichi à plus de 60% en fer, tout en réduisant le taux de phosphore selon les normes internationales. Enfin, le recyclage des produits chimiques utilisés dans le processus devient crucial pour limiter les coûts, car ces produits réactifs sont chers et doivent être continuellement remplacés. C'est là que le projet devient un peu plus compliqué. La phase de déphosphoration du minerai de fer de Erbilé pourrait coûter entre 1,5 et 2 milliards de dollars chaque année. Oui, c'est le montant estimé dès le départ. Et ça, c'est avant même de commencer à évaluer les coûts annuels réels. Dès les premières étapes, il faudra investir environ 2 milliards. Et la suite dépendra de ce que ce minerai va réellement rapporter. Est-ce qu'on sera capable de recycler les produits chimiques et réactifs nécessaires à sa purification? Voilà un autre point crucial. Pour le gouvernement algérien, c'est un projet qui semble prometteur. Pourquoi? Parce qu'il se base sur des chiffres qui paraissent attrayants. L'extraction de minerais à Erbilé est relativement peu coûteuse comparée à d'autres régions. En effet, pour seulement 5 $ par tonne, on peut extraire du minerai. C'est tout de même un tarif très bas, bien plus avantageux que celui d'autres mines comme celle de l'Alouinza. Là-bas, les coûts d'extraction peuvent facilement atteindre 15 $ par tonne, voire plus, en raison de l'épuisement des réserves. À Erbilé, nous avons de la chance. Une mine à ciel ouvert, jamais exploitée, et donc avec des coûts d'extraction qui resteront faibles pendant les premières années. Mais le problème arrive avec la déphosphoration. Le gouvernement a estimé que pour éliminer le phosphore, cela coûtera entre 15 et 20 $ par tonne. Si on y ajoute les frais de transport, on arrive à un total d'environ 40 $ par tonne et dans le pire des cas, jusqu'à 50 $. Voici la répartition. 5 $ pour l'extraction, 15 $ pour la déphosphoration, 8 $ pour le transport via le train récemment inauguré et 10 $ pour l'eau, le gaz et l'électricité nécessaires au fonctionnement de la mine. C'est le calcul qu'ils nous proposent, mais est-ce que tout cela va vraiment se concrétiser? Du côté du gouvernement algérien, tout semble clair. Selon leurs calculs, c'est une véritable aubaine. Pourquoi? Parce que le fer algérien se vend bien moins cher que sur le marché mondial, où le prix oscille entre 100 et 120 $ la tonne. Pour eux, c'est la preuve que l'Algérie va devenir le Qatar du fer, un pays riche où les coûts de production sont ultra bas.
Avec un coût d'extraction estimé entre 40 et 50 $ la tonne, l'idée est de vendre ce fer à un prix bien plus élevé, réalisant ainsi un bénéfice de 50 %. Le raisonnement semble simple. Acheter à bas prix et vendre à prix fort. Mais derrière ce calcul optimiste se cache une réalité beaucoup plus complexe. Le problème, c'est que ces chiffres sont loin de la vérité. La réalité, c'est que la déphosphoration du minerai de fer ne se fait pas à 15 $ la tonne. C'est l'erreur dans laquelle le gouvernement a poussé Abdelmadjid Tebboune en lui présentant un scénario trop rose, sans prendre en compte la réalité. En fait, l'opération de déphosphoration est bien plus coûteuse que prévu. On parle plutôt de coûts qui varient entre 35 et 40 $ la tonne, et ça, c'est une estimation réaliste. Pourquoi un tel écart? Parce que le phosphore dans le minerai de Erbilay n'est pas juste en surface. Il est profondément intégré à la structure même du fer. Un simple lavage ne suffit donc pas pour l'éliminer. Il faut recourir à des techniques de purification beaucoup plus complexes, comme l'extraction acide ou le grillage magnétisant, des procédés maîtrisés par les partenaires chinois. Mais ces technologies coûtent cher. Le prix de la déphosphoration grimpe donc bien au-delà des 15 $ annoncés. Ce n'est ni simple ni peu coûteux, bien au contraire. Pourquoi ce coût élevé? Parce que pour traiter le minerai, il faut une quantité importante de produits chimiques qu'on doit importer. Ajoutez à cela une consommation énergétique considérable, chaleur, électricité et bien sûr de l'eau pour les procédés de grillage. Au final, le coût pour traiter le minerai peut grimper de 35 à 40 $ par tonne. Ces produits chimiques nécessaires à la purification ne sont pas bon marché, d'autant plus qu'avec un dinar qui perd de sa valeur, les prix peuvent facilement augmenter sur le marché mondial. En plus, nous ne maîtrisons pas la production de ces réactifs, et la majeure partie devra être importée, notamment de Chine. Sans compter l'eau, un autre facteur décisif. Extraire et purifier ce minerai nécessite des millions de mètres cubes d'eau, et en plein désert, l'accès à l'eau est un luxe. À titre d'exemple, pour traiter 1 tonne de minerai de fer, il faut entre 2 et 5 millions de mètres cubes d'eau. Pour 2 millions de tonnes de fer, vous imaginez le besoin total? Jusqu'à 10 millions de mètres cubes d'eau. À Tindouf, il n'y a pas d'eau douce. L'eau est salée, elle se trouve à de grandes profondeurs et elle est extrêmement rare. En plus de cela, le pompage et le dessalement de cette eau coûteront très cher, sans oublier le traitement des eaux usées pour éviter toute pollution des nappes phréatiques. Cela entraînera des impacts environnementaux sérieux. Ce n'est donc pas seulement une question de coût, mais de durabilité. C'est une tâche colossale et on ne peut pas croire que la purification du minerai de fer à 15 $ la tonne soit possible. C'est tout simplement irréaliste. Les calculs qui ont été présentés à Tebboune sont totalement erronés. Le mythe de la déphosphoration à bas coût s'effondre. Pour Erbilay, cela coûtera au minimum 35 à 40 $ la tonne. L'eau, c'est un autre problème majeur. Pour acheminer l'eau nécessaire à l'exploitation de Erbilay, il va falloir la pomper depuis Adrar. Cela implique un transfert d'eau sur plus de 1300 km du désert de Adrar à Tindouf, ce qui pourrait coûter plus de 4 voire 5 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il faut non seulement construire un pipeline gigantesque, mais aussi affronter la rareté de l'eau qui devient de plus en plus un problème à mesure que les ressources se raréfient et que le réchauffement climatique fait son effet. C'est une somme colossale à investir, d'autant plus que cette eau, elle est rare, difficile à exploiter et son transport sur de longues distances coûte cher. En fin de compte, le véritable coût de la production du minerai de fer à Erbilay pourrait largement dépasser les 80 $ par tonne. Certes, sur le marché mondial, cela se vend entre 80 et 100 $. Mais la marge bénéficiaire reste faible et ça n'est pas du tout suffisant pour compenser l'énorme investissement initial. Pour des investissements de cette envergure, une telle rentabilité est dérisoire. Au final, il est peu probable que ce minerai puisse être rentable. Si l'Algérie décide de l'exporter tel quel, on parle d'une rentabilisation qui pourrait prendre entre 10 et 15 ans, et même cela est incertain. Qui sait si, dans une décennie, l'acier sera encore la matière première principale pour la construction? D'ailleurs, l'évolution technologique pourrait bien rendre ces investissements obsolètes.
Mais déjà, la rentabilité à court terme semble peu probable. Si les prix de l'acier chutent sur le marché mondial, ce qui est tout à fait possible car la Chine représente 50% de la consommation mondiale, la situation deviendrait encore plus critique. Parce que si la demande chinoise baisse, les prix s'effondreront et tout ce que l'on peut faire avec le minerai de fer deviendra soudainement moins intéressant à exporter. Que nous dit le gouvernement à propos de tout cela? Pas de panique, même si les prix du minerai de fer chutent sur le marché mondial. L'Algérie a une solution. Nous n'allons pas simplement exporter du minerai brut, nous allons le transformer en produits finis, comme de l'acier, des rails, du béton armé et tout le nécessaire pour le marché international. Oui, c'est bien beau, mais la transformation elle-même a un coût. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Pour ça, il va falloir investir massivement dans des infrastructures, notamment des usines de transformation, et tout cela coûte une fortune. Le projet inclut la construction d'une usine gigantesque pour transformer le fer en acier, un projet qui nécessitera plus d'1 milliard de dollars et qui ne sera pas prêt avant 2026. Un coût supplémentaire non négligeable. Mais la question demeure. Est-ce que nous aurons la capacité de produire assez pour vraiment exporter en grande quantité? Pour cela, il faudrait d'abord produire massivement du minerai de fer. Or, pour produire tout ce minerai, il faudra dépenser énormément pour le nettoyer, le purifier, le transporter et ensuite le transformer en acier. Les coûts d'exploitation seront faramineux. Et c'est là que le problème de rentabilité du projet devient clairement visible. La rentabilité est tout simplement incertaine, et c'est là que ça devient problématique. Les consommations d'eau et de gaz seront énormes. En phase de lancement, même une petite ville de 50 000 habitants consommerait déjà énormément d'énergie et d'eau. Et ce n'est que le début. D'ici 2040, ce projet pourrait finir par consommer une part gigantesque de l'eau et du gaz d'un pays entier. Autrement dit, en termes de ressources, Erbilay pourrait devenir aussi dévoreur qu'un pays de taille moyenne. Et tout ça, évidemment, a un coût. L'eau, le gaz. Au lieu de les exporter, on les donnera à Erbilay, en espérant qu'un investissement en vaille la peine. En fin de compte, on va perdre des revenus en devises pour ensuite vendre de l'acier dont on n'est même pas sûr qu'il se vendra à un bon prix. On n'a aucune garantie que les prix resteront élevés. Et si les prix chutent, on se retrouvera avec des stocks d'acier invendus. La demande mondiale pourrait bien s'effondrer, car avec les changements climatiques et les révolutions technologiques en cours, le monde de 2040 sera sans doute très différent de celui qu'on imagine aujourd'hui. Prenons l'exemple des véhicules. Avant 2019, les voitures diesel dominaient le marché. Mais en 2026, ce sont les véhicules électriques et hybrides qui sont en tête. Les pays qui ont massivement investi dans les véhicules thermiques sont en train de se rendre compte que cet investissement ne rapporte plus. Eh bien, on pourrait en dire autant de l'acier. Le projet Erbilay, qui ne sera réellement mature qu'en 2040, pourrait bien se retrouver à un moment où l'acier ne sera plus la matière phare pour la construction. D'autres matériaux pourraient bien avoir pris le relais d'ici là. Et si on n'arrive même pas à vendre cet acier sur le marché international, la seule option restante serait de le consommer localement. Mais si on ne peut pas l'exporter, il n'y aura pas de recette en devise et donc pas de retour sur investissement. En somme, ce projet ne sera jamais rentable. Les calculs qui ont servi à justifier ce projet sont erronés, manipulés ou grandement exagérés pour donner l'impression qu'il s'agit d'une initiative révolutionnaire et stratégique pour l'avenir du pays. En réalité, c'est un gouffre financier. Il sera tellement coûteux qu'avec la somme investie dans Erbilay, on aurait pu lancer des projets bien plus rentables, des projets capables de générer des revenus bien plus rapidement. Je vous donnerai un exemple concret dans la prochaine émission.